L'histoire commence par une mainmise sans précédent. L'administration Trump a pris le contrôle physique de 50 millions de barils de brut vénézuéliens. Ce n'était pas seulement une saisie, c'était le début d'une offensive. Immédiatement, les États-Unis ont annulé les accords énergétiques qui existaient entre le Venezuela et la Chine. Et pour resserrer encore davantage leur emprise, Washington a posé une condition explicite non négociable. Le pouvoir de fixer le prix du pétrole vénézuélien doit désormais être entièrement contrôlé par les États-Unis. C'était un ultimatum. Washington pensait tenir le marché. Mais la réponse est venue d'où on ne l'attendait pas. La Chine a décrété une interdiction totale. Elle suspend toutes les importations de brut vénézuélien. Et elle a été très claire. Quel que soit le pays impliqué, quel que soit le pavillon, tout navire transportant du pétrole vénézuélien a interdiction formelle d'accoster dans un port chinois. Cette décision perturbe directement le plan initial des États-Unis. Elle bloque la mécanique. Alors, la question est simple. Pourquoi la Chine, qui a un besoin vital d'énergie, a-t-elle choisi de rejeter complètement ce pétrole ? Si vous appréciez nos analyses, cliquez pour vous abonner et recevoir nos dernières vidéos. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Quand on parle de pétrole, la plupart des gens pensent immédiatement au Moyen-Orient. C'est un réflexe. Mais en réalité, un pays beaucoup moins souvent cité, le Venezuela, est une véritable superpuissance pétrolière. Regardez les chiffres, ils sont vertigineux. D'après les données disponibles, les réserves prouvées du Venezuela atteignent environ 300 milliards de barils. C'est plus que l'Arabie Saoudite, c'est plus que l'Iran, c'est plus que l'Irak. Et ce qui rend cela encore plus stratégique, c'est la géographie. Le Venezuela n'est pas à l'autre bout du monde, il est très proche des États-Unis. Pourtant, sur le plan politique et économique, Caracas a longtemps maintenu une position farouchement anti-américaine et anti-dollar. Cela en a naturellement fait une cible majeure des sanctions de Washington. À partir de 2017, les États-Unis ont commencé à intensifier progressivement les sanctions énergétiques. La méthode était chirurgicale. Les premières mesures ont interdit aux entreprises américaines de mener des activités normales avec la compagnie pétrolière publique vénézuélienne, la PDVSA. Dans le même temps, Washington a gelé les actifs de la PDVSA dans le système dollar et a interdit l'usage du dollar américain pour régler les transactions de pétrole vénézuélien. Cela a produit un résultat direct et dévastateur, soit le pétrole ne pouvait plus être vendu du tout, soit même s'il était vendu, il devenait extrêmement difficile d'être payé. Pourquoi ? Parce que le commerce énergétique international repose encore massivement sur des règlements en dollars. Une fois que le canal du dollar est bloqué par les États-Unis, passer à d'autres monnaies n'offre qu'une utilité très limitée. Vous êtes asphyxié. Mais c'était encore insuffisant pour Washington. Plus grave encore, les États-Unis sont allés plus loin en coupant l'ancrage d'actifs étrangers le plus critique du Venezuela, Citgo, Sigio. En 2019, le gouvernement américain a reconnu le leader de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaidó, comme président intérimaire. Par un tour de passe-passe juridique, ils ont transféré le contrôle de Citgo à son camp, tout en gelant l'accès du gouvernement de Nicolás Maduro. L'impact a été cataclysmique pour le Venezuela. Cette décision a coupé net la source la plus importante de flux de trésorerie à l'étranger. On pourrait se demander, après tout, ce n'est qu'une entreprise. Pourquoi cela aurait-il un impact aussi gigantesque sur tout un pays ? Il faut comprendre ce qu'est Citgo. C'est la société de raffinage et de distribution entièrement détenue par le Venezuela sur le sol américain. Elle contrôle des raffineries, des pipelines et un réseau national de stations-service aux États-Unis. C'est la source de cash flow extérieur la plus précieuse et la plus stable du Venezuela. Logiquement, geler arbitrairement les actifs d'un autre pays sur son propre sol devrait provoquer une forte condamnation internationale. C'est du vol. Mais ici, le problème est subtil. Les États-Unis n'ont pas techniquement gelé les actifs du Venezuela. Ils les ont transférés à l'opposition. Résultat, Citgo restait considéré comme propriété vénézuélienne sur le papier, ce qui a laissé au gouvernement Maduro quasiment aucun fondement juridique pour poursuivre les États-Unis. À cause de cela, le pétrole vénézuélien est devenu un paria. Il doit souvent être vendu avec de fortes décotes ou routé via des intermédiaires obscurs. Dans certains cas, les paiements sont retenus pendant de longues périodes. Ce n'est pas du libre-échange, c'est du commerce de survie, et tout est fermement tenu par les États-Unis. Ils agissent comme une vanne, contrôlant où le pétrole peut circuler. Il y a un élément crucial dans cette équation, la Chine. Depuis plus de 10 ans, le Venezuela entretenait une coopération stable avec la Chine via un modèle
pétrole contre prêt. La Chine a accordé au Venezuela des prêts massifs, environ 60 milliards de dollars adossés au pétrole. Les prix convenus étaient bien inférieurs au niveau du marché international. Cela aidait le Venezuela à réduire sa dette tout en offrant à la Chine un approvisionnement énergétique stable. Mais depuis que les États-Unis ont pris de force le contrôle des affaires pétrolières, ils ont voulu réécrire les règles du jeu. En janvier de cette année, le secrétaire américain à l'énergie a lâché une information capitale dans une interview. Le brut vénézuélien, qui était auparavant évalué à 31 $ le baril, verrait son prix de vente futur relevé à 45 $, une hausse de plus de 40%. Mais attention, l'augmentation de prix n'est pas l'enjeu le plus critique. L'enjeu central, c'est que les États-Unis tentent d'imposer leurs lois. Washington exige que tous les pays achetant du pétrole vénézuélien opèrent strictement selon ses procédures de conformité, ses routes de transport et ses méthodes de règlement. Dans les faits, cette approche transforme le pétrole vénézuélien en monnaie d'échange contrôlée par Washington pour forcer les acheteurs, y compris la Chine, à accepter la domination américaine. Face à ces règles unilatérales, la Chine a jugé qu'il s'agissait d'une manipulation politique pure. Le 27 janvier, Pékin a répliqué. Plusieurs médias internationaux ont rapporté que les grandes compagnies pétrolières chinoises avaient reçu des instructions unifiées. Arrêtez tout. Arrêtez immédiatement toute activité liée au brut vénézuélien. Qu'il s'agisse de cargaisons déjà en route ou de paiements encore non réglés, tout a été stoppé. Même les contrats en cours de négociation ont été mis en pause. Cela signifiait que la Chine rejetait totalement le pétrole brut vénézuélien. En apparence, on pouvait y voir une réaction à une pression extérieure. Mais l'objectif réel était beaucoup plus stratégique. Éviter un piège commercial soigneusement construit par les États-Unis. Concrètement, réfléchissez à la situation. Au moment où la Chine accepterait d'acheter le pétrole vénézuélien au prix majoré par les États-Unis, elle entrerait dans un système de commerce dont les règles seraient entièrement contrôlées par Washington. Parce qu'une fois que vous commercez avec les États-Unis, vous êtes obligé d'utiliser le dollar. Vous devez vous soumettre au système de règlement américain. Cela entre directement en conflit avec l'effort actuel de la Chine pour élargir les règlements basés sur sa propre monnaie, le renminbi. En même temps, la prise de contrôle américaine comporte des contestations évidentes au regard du droit international. Si la Chine suivait ces transactions, cela reviendrait à reconnaître tacitement la légitimité de ce vol d'actifs. Plus important encore, le commerce entre la Chine et le Venezuela reposait déjà sur des accords clairs. Prix, volume, méthode de règlement négociée à l'avance. À ce moment précis, la suspension des achats par la Chine de cette version américanisée du pétrole vénézuélien a porté un coup dur à Washington. Comme indiqué plus tôt, les États-Unis ne peuvent pas contrôler de manière réaliste les ressources énergétiques du Venezuela sur le long terme. Leur objectif réel, à court terme, était d'écouler le pétrole le plus vite possible pour maximiser les recettes immédiates. Après l'arrêt chinois, les États-Unis ont paniqué. Ils ont rapidement changé de cap. Ils ont tenté d'exporter ce pétrole vers l'Inde via des exemptions tarifaires. L'espoir était d'éloigner l'Inde des systèmes énergétiques russes et iraniens pour l'attirer dans un camp mené par les États-Unis. Au même moment, Trump a publiquement appelé la Chine, espérant utiliser la pression internationale pour forcer ce marché colossal à absorber les ressources que les États-Unis détenaient. À ces appels, la Chine n'a offert aucune réponse verbale. Elle a répondu par l'action. D'un côté, elle a suspendu les achats de pétrole vénézuélien sous contrôle américain. De l'autre, elle a accéléré ses efforts de diversification de ses importations énergétiques. Dans cette lecture, ce que la Chine a rejeté, ce n'est pas le prix en lui-même. C'est un environnement commercial dominé unilatéralement par les États-Unis, dans lequel les règles peuvent être modifiées à volonté. Parce qu'une fois que vous acceptez une première fois, il y en aura une deuxième, puis une troisième. Les règles pourront toujours être réécrites. Et si même la deuxième économie mondiale choisit de céder à un tel système, les autres pays ne feront face qu'à une exploitation encore plus dure. À ce moment-là, ce qu'on appelle l'ordre international risquerait de se réduire à la loi de la force brute. En réalité, si l'on regarde l'histoire récente, l'usage par les États-Unis des sanctions énergétiques et financières pour s'emparer du contrôle des ressources d'autres pays n'a rien de nouveau. Dès 2010 environ, Washington avait déjà ciblé un autre grand producteur, l'Iran.
C'est là que les États-Unis ont, pour la première fois, lié complètement les sanctions énergétiques aux sanctions financières. En 2012, l'Iran a été coupé du système SWIFT. La banque centrale iranienne a été sanctionnée. Les exportations de brut ont été systématiquement bloquées. Autrement dit, à partir de cette année-là, même si l'Iran parvenait à vendre son pétrole, il devenait presque impossible de recevoir l'argent via des canaux normaux. Après l'accord sur le nucléaire iranien en 2015, il y a eu un bref répit. Mais en 2018, après l'arrivée de Donald Trump, les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l'accord. La pression maximale est revenue. Trump a déclaré publiquement que tout pays achetant du pétrole iranien serait sanctionné. Résultat, les exportations iraniennes se sont effondrées à environ 300 000 barils par jour, un dixième des niveaux précédents. Pour faire face à des sanctions de long terme, l'Iran a dû s'adapter. Il a fini par rendre son commerce pétrolier fragmenté et clandestin. Aujourd'hui, la première étape des exportations iraniennes consiste à effacer les informations d'identification. Avant de quitter le port, les pétroliers coupent leur système AIS, identification automatique. En pleine mer, ils transfèrent la cargaison d'un navire à l'autre. Ils échangent des volumes. Ils changent les étiquettes sur les barils. Puis, ce pétrole entre sur le marché via des mélanges, le fameux mélange malaisien. Résultat, ceux qui suivent le marché voient apparaître de gros volumes de brut lourds à l'origine floue. Tout le monde sait d'où vient réellement ce pétrole, mais il est difficile de produire des preuves directes, ce qui rend plus compliqué pour les États-Unis de sanctionner les acheteurs. Au fond, la logique est simple. Ce que les États-Unis contrôlent réellement, ce sont les canaux de circulation du pétrole, pas les ressources elles-mêmes. Les ressources restent sous terre, dans le pays d'origine. Les sanctions américaines sont arrivées trop vite, emballées dans un langage juridique complexe, laissant aux États sanctionnés peu de temps pour réagir. Mais avec suffisamment de temps, il est tout à fait possible de reconstruire une structure d'exportation qui contourne le système existant. Et une fois que cela arrive, il devient beaucoup plus difficile pour les États-Unis de restreindre les exportations. C'est pour cette raison que l'usage prolongé des systèmes financiers comme arme a commencé à empiéter clairement sur la souveraineté nationale. De plus en plus d'États expriment ouvertement leur mécontentement. L'avenir d'un pays riche en ressources ne devrait pas être déterminé par des puissances extérieures. Au final, le contrôle doit revenir au gouvernement national. La restauration des capacités de production et la reconstruction de la crédibilité sont les défis inévitables. Et c'est précisément le scénario que les États-Unis veulent le moins voir se produire. Parce qu'une fois la stabilité revenue, le contrôle des ressources revient au pays lui-même. Le choix réel est restauré. Ces ressources pourraient alors entrer dans un système qui n'est plus centré sur le dollar américain. Pour les États-Unis, la menace réelle n'est pas seulement quelques cargaisons vendues en moins aujourd'hui. C'est le moment où une grande nation riche en ressources retrouve son pouvoir de décision. Pour ne pas manquer nos prochains projets et nos mises à jour, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous continuerons à vous proposer du contenu encore plus passionnant et intéressant.